On va parler de Max Weber aujourd'hui et plus précisément de son travail sur la religion de l'Inde. C'est une œuvre dans laquelle il s'attaque à une énigme qui est toujours aussi pertinente. Alors imaginez un peu la situation. On a l'Inde, une civilisation avec des maths super avancées, un commerce qui tourne à plein régime, des lois bien établies, et ce depuis des siècles. Logiquement, on pourrait se dire, c'est le terrain de jeu parfait pour que le capitalisme moderne explose. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est la question qui a obsédé Weber. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu bloquer la machine alors que tous les voyants semblaient au vert ? C'est ce grand mystère qu'on va décortiquer. Et c'est Weber lui-même qui pose le problème noir sur blanc. Il le dit cash. Pourtant, le capitalisme moderne ne s'est pas développé de manière indigène. Il ne nie pas du tout les avancées de l'Inde, au contraire, mais il pointe ce fait crucial. Et cette phrase, ce n'est pas juste une remarque en passant. Non, c'est le point de départ de toute son analyse. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre le cheminement de Weber. On va commencer par l'énigme indienne elle-même. Ensuite, on va se demander, c'est quoi au juste une caste ? On comparera ça aux guildes de chez nous, puis on verra le socle religieux derrière tout ça, ce qui nous amènera au fameux grand obstacle, et on terminera avec l'héritage de Weber. Allez, c'est parti. Première étape donc, l'énigme indienne. Et là, il faut bien insister sur un point. Pour Weber, l'Inde n'était absolument pas en retard, c'est même tout le contraire. Beaucoup des ingrédients nécessaires au capitalisme étaient déjà là. Et c'est justement ça qui rend la question si passionnante. Pourquoi ça n'a pas pris ? Alors, où est la réponse à cette énigme ? Eh bien, pour Weber, il ne faut pas la chercher du côté de l'économie pure et dure. Non, il faut regarder au cœur de la société indienne. Et pour faire ça, on doit d'abord s'attaquer à un concept clé, la caste. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Weber a une définition très forte pour ça. Il parle de groupe de statut fermé. Et ces trois mots, ils sont super importants. Fermé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès la naissance, tout est joué. L'honneur qu'on vous porte, votre niveau de pureté religieuse et surtout, vos chances dans la vie. Il n'y a pas d'ascenseur social. On est quelque part, on y reste. C'est hérité et ça ne bouge pas. Et ce qui bétonne ce système, ce sont des règles hyper strictes qui régissent la vie de tous les jours. D'abord, c'est héréditaire, on l'a dit. On naît, on vit, on meurt dans sa caste. Point. Ensuite, les mariages. Impossible de se marier en dehors de son groupe. C'est ce qu'on appelle l'endogamie. Et ça va même jusqu'au partage d'un repas. Tout est codifié. Chaque geste du quotidien vient renforcer cette place, ce rang social qui est gravé dans le marbre. Ok, mais pour vraiment piger à quel point ce système est unique, Weber a une idée de génie. Il va le comparer à ce qu'on connaissait en Occident, les guildes du Moyen-Âge. Et vous allez voir, c'est dans cette comparaison, ce face-à-face, que tout s'éclaire. Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on a la caste indienne. Son fondement, c'est religieux, c'est la pureté rituelle. C'est héréditaire et ça cloisonne tout. De l'autre, la guilde occidentale. Son fondement, c'est le métier, l'économie. Ce n'est pas héréditaire et au contraire, ça crée des liens, une solidarité, ce que Weber appelle une fraternisation entre les gens d'une même ville. C'est ça, la différence fondamentale pour Weber. Il parle de distance magique entre les castes. Ce n'est pas juste une question de riche ou pauvre. Non, c'est bien plus profond. C'est une barrière quasi religieuse, invisible, mais totalement infranchissable, pleine de tabous. Et ce type de barrière, eh bien, elle n'existait tout simplement pas entre un cordonnier et un boulanger dans une ville européenne. La question qu'on peut se poser, c'est comment un système aussi rigide a-t-il pu tenir si longtemps ? La réponse de Weber est claire. À cause du ciment religieux qui tenait tout ça. La religion ici n'est pas juste un vernis. C'est le moteur, la clé de voûte de tout le système. Et au cœur de tout ça, il y a un concept central, le dharma. Pour Weber, attention, le dharma, ce n'est pas juste une croyance perso, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est le devoir rituel, éternel, qu'on reçoit à la naissance. Accomplir son dharma, c'est faire ce pourquoi on est né, c'est accepter sa place dans l'univers. C'est ça, le carburant qui fait tourner toute la machine sociale. Et toute cette hiérarchie hyper complexe, avec ses règles de pureté, ses devoirs, ce n'était pas le fruit du hasard, non. Tout le système était organisé, classé par rapport à un seul et unique groupe de référence. Le point zéro, si on veut. Et ce groupe, c'était les brahmanes. Ils sont au sommet, ce sont eux les arbitres de tout le système. Weber explique que la position de n'importe qui dans la société était mesurée en fonction d'une seule chose, sa distance, sa proximité rituelle avec un brahmane. C'est simple et c'est radical. Bon, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. La caste, la distance magique, le dharma, on peut enfin assembler le tout et arriver au cœur de l'argument de Weber. C'est quoi finalement ce fameux grand obstacle qui a tout bloqué ? Le mécanisme en fait est hyper simple. Toutes ces barrières rituelles dont on a parlé, cette fameuse distance magique, eh bien elles ont empêché une chose essentielle, le mélange social.
ce que Weber nomme la fraternisation. En gros, impossible de créer des liens solides entre des gens de groupes différents. Et là-dessus, Weber est absolument catégorique. Il écrit « L'ordre des castes y faisait obstacle, une fraternisation complète des castes a été et est impossible. » C'est sans appel, et ce n'est pas un petit détail, c'est la conséquence centrale la plus importante de tout le système de castes. À partir de là, la logique de Weber est implacable, c'est une réaction en chaîne. Première étape, pas de fraternisation à cause des castes. Deuxième étape, sans fraternisation, pas de sentiment d'appartenir à une même communauté de citoyens, pas de bourgeoisie unie. Et la troisième étape, la conclusion logique, sans cette force motrice unifiée, eh bien, pas de capitalisme bourgeois. Et voilà, on a la clé d'énigme. Pour Weber, le capitalisme en Occident est né dans les villes, de cette fraternisation des marchands, des artisans, qui ont formé une sorte de communauté de citoyens soudés, une force capable de changer les règles. Et en Inde, eh bien, la structure des castes a tout simplement empêché ce processus vital de se produire. La porte est restée fermée. Bon, on a vu l'analyse de Weber, mais au final, qu'est-ce qu'on en retient? C'est quoi son héritage? Et est-ce que ça peut encore nous dire quelque chose aujourd'hui sur les liens entre culture et économie? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée forte de Weber. La culture, la religion, ce ne sont pas juste des conséquences de l'économie. Pas du tout. Ce sont des forces motrices, des moteurs capables de déterminer des destins économiques complètement différents. Alors oui, sa théorie est controversée et elle est débattue, mais elle reste absolument incontournable si on veut réfléchir à comment les croyances et les valeurs façonnent nos économies. Et ça nous ramène à une question pour aujourd'hui, pour nous. Finalement, cette analyse de Weber, elle nous tend un miroir. On peut se demander quelles sont nos propres castes invisibles, quelles sont les barrières, les croyances profondes qui, aujourd'hui, limitent ce qu'on peut accomplir collectivement. C'est une question qui date d'un siècle, mais qui n'a pas pris une ride.